come noi hanno sempre combattuto. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur VHT les RCFM pour cette nouvelle émission élaborée en partenariat avec Corse Matin. Les cultures sont devenues des sujets d'affrontement, outils d'affirmation collective et de quête d'identité. Cette citation du philosophe et journaliste Roger Paul Droit, peut-être notre invité du jour, pourrait la reprendre à son compte puisqu'il s'est intéressé de près à la nôtre, à la sienne. Cette identité corse, source et fondement d'une culture et aussi d'un projet politique dont la réémergence dans les années 60 a ponctué la deuxième partie du XXe siècle sans connaître encore de véritable aboutissement. Cette quête, cette affirmation, cette construction avec ou contre l'autre au cours de sa longue histoire, Michel Verger-Franceschi l'a étudié dans un livre paru il y a quelques mois et qui reste évidemment d'une complète actualité. L'histoire de l'identité corse des origines à nos jours, c'est son titre, est paru aux éditions Payot et son auteur est donc l'invité de ce nouveau numéro de Contraste. Bonsoir Michel Verger-Franceschi. Merci. Et merci de votre participation, d'avoir fait le déplacement depuis Paris. Je rappelle que vous enseignez en tant que professeur à l'université de Tours, historien, spécialiste de l'histoire de la marine et auteur de nombreux ouvrages, dont plusieurs consacrés à la Corse, un certain nombre de biographies de Paoli, de Pozzoiuolo, de Sampierre, pour certains, couronnés de plusieurs prix. Alors vous serez interrogé ce soir par Roger Antèche de Corse Matin. Bonsoir Roger. Bonsoir. Et Patrick Vinciguer de RCFM. Bonsoir à vous Patrick. Alors vous avez choisi d'étudier le thème de l'identité corse. Pour quelle raison? Parce que finalement, est-ce que vous considérez que c'est la base de tout, y compris et surtout du combat politique qui agite la Corse depuis, disons, ces 50 dernières années? Oui, tout à fait. D'ailleurs, ce livre ne s'appelle pas l'histoire de l'identité corse, mais une histoire, c'est-à-dire ma vision, parce qu'il ne faut jamais être vaniteux dans la vie, et donc ça n'est pas forcément l'histoire telle que tout le monde peut la concevoir. Donc c'est mon point de vue, parce que je me sens très corse, évidemment, par toutes mes origines maternelles. Je connais tous mes ancêtres à l'époque de Pontenove, donc 126 ou 128 ancêtres corses, et donc je revendique beaucoup ce que certains appellent leur corsitude. Donc c'est une vision subjective de l'histoire ? Toute histoire est subjective. Et il est évident que l'individu porte sur l'histoire un regard qui fait que l'histoire, malheureusement pour elle, est mise dans la rubrique des sciences molles et non pas des sciences dures comme la physique ou la chimie, parce que l'historien est un homme de son temps. Et je crois que lorsqu'on parle notamment du regard de la Corse et de la France, par exemple, il est évident que ce regard change quand on est en 1945, quand on est en 1918 ou quand on est au moment des événements d'Aléry en 1975. Elle change également selon l'historien. Elle change selon l'historien, et donc moi j'étais lycéen encore en mai 1968, lorsque la Sorbonne a explosé en deux entre Paris 1, qui a une vision de gauche de la révolution et de la société, et Paris 4, qui a une vision de droite de la monarchie. Cette histoire, elle peut changer aussi en fonction de la géographie dans laquelle se trouve l'historien. Bien sûr. Vous vivez en partie en Corse, mais aussi et surtout à Paris. Et est-ce que ce regard-là, il peut transparaître en ce que vous écrivez aussi? Il est évident que moi, je n'ai jamais voulu voter en Corse parce que je ne me suis jamais senti le droit d'hypothéquer l'avenir des Corses qui vivent dans l'île. Et donc, je pense que l'île ou une région appartient aux gens qui l'habitent, qui la font vivre, qui y paient des impôts et qui y travaillent au quotidien. Donc, je n'ai jamais voulu voter en Corse pour cette raison-là, mais il est évident que j'ai un regard de Corse de la diaspora, comme beaucoup d'autres Corses. Alors justement, cette identité telle que vous la définissez, comment elle se construit d'après vous à travers l'histoire? Alors, cette identité, elle est liée au fait qui est le plus grand particularisme de la Corse aujourd'hui dans l'identité nationale vis-à-vis de l'Hexagone. Et je dirais volontiers que la Corse, elle est quelque part, de par ses frontières, l'eau partout. Alors je ne sais pas si c'est Dieu qui a créé le monde, mais la Corse, elle est d'essence divine. C'est-à-dire que ma grand-mère me disait que la Corse était tellement belle, c'est ce que l'on disait au XIXe siècle, que Dieu avait fini de construire le monde par la Corse. Il s'était bien appliqué sur toute la côte occidentale en faisant de jolis criques à Calvi, à Nondes, etc. Et puis qu'après, par la fin du monde, il en avait eu marre et il avait tracé un grand trait droit, d'où la rectitude de la plaine d'Aléry. Bon.
Et l'Hexagone n'est pas de création divine. L'Hexagone, il est de création humaine. L'Alsace, c'est Louis XIV. La Bretagne, c'est Charles VIII. La Provence, c'est Louis XI. Et donc, on a forcément en Corse une identité qui est que, d'où qu'on vienne, on traverse la mer. Et par conséquent, ça donne une solidarité au peuple corse qui n'existe pas forcément ailleurs. Alors, vous donnez une définition de cette identité, vous venez de le faire maintenant, en tout cas partiellement, mais est-ce que c'est pas un peu restrictif? Parce que vous parlez de la géographie, c'est évident, vous parlez de l'histoire, mais vous ne parlez pas de ce qui est quand même le fondement, qui est la culture, et à travers la culture, la langue. Oui, tout à fait. Donc la Corse a une très très vieille langue qui remonte, Sénèque en parle, avec des origines, en particulier des vocables cantabriques, dit-il. Et donc l'identité, c'est un tout. C'est notre culture, c'est notre passé, c'est notre architecture, c'est notre langue. Malheureusement, je ne la parle pas et je le regrette, mais ma génération, c'était comme ça. Mes grands-parents parlaient corse entre eux et tout le monde le sait. On se retournait vers les petits-enfants en ne parlant que le français. Il faut corriger un petit peu cette idée. Lorsque j'avais publié mon histoire de Corse, il y a de cela 25 ans, j'avais reproduit d'ailleurs des termes qui étaient peu sympathiques vis-à-vis de la Corse, où il y avait ces affiches où on disait « il est interdit de parler le corse et de cracher par terre ». Bon. Il faut voir pourquoi aussi la langue française s'est unifiée. Moi, je suis historien maritimiste, comme vous venez de le dire, je travaille beaucoup sur la mer. Il faut bien voir qu'au XVIIe, au XVIIIe siècle, une escadre qui partait de Toulon pour la Martinique et qui revenait à Brest, les 20 000 matelots à bord ne pouvaient pas se nourrir en Bretagne parce qu'ils ne parlaient que le provençal. Et donc l'unification d'une langue s'est imposée pour des raisons pratiques. Et en 1840, je lisais l'autre jour une lettre du ministre de l'Instruction publique du temps de Louis-Philippe qui dit au préfet de Corse: quel dommage qu'il n'y ait pas autant de bacheliers dans les autres territoires français, dans les autres départements français, par rapport à la Corse. Donc, le fait de vouloir imposer le français, aujourd'hui, il est très mal perçu. Donc, on a changé d'opinion. On dit aujourd'hui, nous voulons parler le corse, on veut même que ce soit une langue cette revendication linguistique n'a pas toujours existé. Elle est assez récente, elle est relativement récente. Elle est très récente, très très récente. Le corse n'ayant jamais été une langue écrite, mais toujours une langue orale. Moi, toutes les archives que je donnerai et que j'ai chez moi depuis 1620, j'ai des tas de registres, ils sont tous en italien. Pascal Paul écrivait en italien. Tout. Il disait d'ailleurs lui-même, nous les Italiens, dans les lettres qu'a publié Francis Beretti, par exemple, à Maria Cossuet, il dit, nous les Italiens, parce qu'on appartenait à un bassin méditerranéen où d'ailleurs l'Italie n'existait pas. Et que la langue n'était pas menacée non plus, contrairement à aujourd'hui où elle est certainement en voie de disparition. Bien sûr. Et donc, moi je connais beaucoup les professeurs de langue comme Jacques Fouzine, qui a fait des conférences remarquables. J'ai assisté à une de ces conférences à Montpellier il y a 4 ou 5 ans. J'ai assisté à une conférence de Jacques Thiers à Avignon. J'en parle avec une certaine émotion parce que c'est la dernière fois que j'ai vu ma mère parler corse avec Edmond Siméone qui était présent donc lors de ce colloque à Avignon. Il est évident qu'il faut défendre la langue. Ensuite, est-ce qu'il faut la rendre co-officielle? Ça, c'est une deuxième question. Vous y êtes opposé, enfin vous n'êtes pas d'accord avec cette mesure? Je ne suis pas certain qu'un étudiant ajaccien qui a son baccalauréat et qui va aller s'inscrire à Sciences Po Paris, j'avais chez moi cette année la fille d'un couple d'amis ajacciens qui a 20 ans est en Master 1 à Sciences Po Paris, je ne suis pas certain qu'elle serait heureuse d'être obligée de payer un interprète pour faire traduire en français en arrivant à la Timone, en médecine ou ailleurs, son acte de naissance s'il est écrit en corse. Parce que la co-officialité... On la sauve la langue. Parce que si demain la langue disparaît, voilà, c'est l'identité qui disparaît. Il n'y a plus de Corse, il y a des Iliens, quoi, en quelque sorte. Vous avez raison. Et donc, le problème de la langue, c'est un problème effectivement difficile. Entre le fait qu'il faut la conserver en tant que patrimoine, en tant que culture, et qu'il faut donc l'enseigner, et ensuite le fait de la rendre officielle, qui risque d'être un handicap, parce que quand même, la plupart des médecins de la Timone, l'association des médecins corses de Marseille, vous entrez au palais de justice à Paris, vous voyez la statue de Moro Diafer, tous ces gens-là sont arrivés au sens du 19e siècle, la réussite, ils sont arrivés par l'assimilation de la culture et surtout de la langue française.
Vous parliez de la langue, vous parliez des marins provençaux qui, pour se nourrir, avaient besoin de parler la même langue que les Bretons chez qui ils faisaient escale. Mais derrière la langue, il y a aussi une volonté d'unité ou d'unification politique qui existe. Ça peut être aussi l'une des motivations d'imposer la langue ailleurs. Ça existe avec la langue française par rapport à d'autres régions. Moi, je pense à l'Occitanie en particulier, qui du point de vue de la langue pouvait en raconter au nord de la France et aux gens qui parlaient français. Mais une langue ne s'impose jamais par un pouvoir politique. On ne dit jamais la langue de François Ier ou la langue de Louis XIV. On dit la langue de Molière. On ne dira pas la langue de Jean-Guy Talamoni ou de Gilles Simon. On ne dit jamais la langue d'Élisabeth Ier Tudor. On dit la langue de Shakespeare. Ce sont les écrivains, ce sont les étudiants, ce sont les intellectuels qui font passer une langue. Pourtant, il y a eu, certains disent, une instrumentalisation politique de la langue corse ces 20 dernières années. Est-ce que ça a nui à son développement ? Depuis 1530, François Ier a été le premier, par la création du Collège de France, à vouloir imposer, ordonnance de Villers-Cotterêts 1539, l'usage du français. Or, cet usage est arrivé après 1789. Il a fallu attendre 260 ans pour homogénéiser la langue française. Alors, on prétend que le mot baragouiner vient justement de là. Le marin de Toulon qui arrive à Brest, il demande de quoi ? Du pain et du vin. Bar et gouine. Bon. Et donc, c'est vrai que le Corse, ça n'est pas une décision politique, c'est une décision du peuple, c'est le peuple qui parle, y compris les analphabètes, les gens qui ne savent pas écrire, c'est eux. Il y avait un excellent article dans le Figaro d'une collègue de l'université de Corté, qui était Stella Medori, l'autre jour, qui disait que malheureusement, la transmission de la langue corse se faisait au sein des familles aujourd'hui dans 2% des cas. Et donc, ça n'appartient pas au pouvoir politique, ça appartient aux parents, aux grands-parents. C'est d'ailleurs pour cela que ça s'appelle une langue maternelle. Et donc, moi, j'ai été bercé en Corse. C'est contradictoire, vous dites que ça se fait dans 2% des cas, c'est peu 2%. C'est justement dans 98% des cas, ça ne se fait pas, la transmission. C'est pour ça que ça ne dépend pas vraiment uniquement d'un pouvoir politique. Mais quand c'est justement 2%, est-ce qu'il n'y a pas l'intervention du politique, justement, pour inverser les choses ? Alors, ce qui est assez étonnant, c'est de voir sur le continent beaucoup de Corses de la diaspora. Bon, je faisais une conférence dimanche à Lyon sur la Corse. Le nombre de Corses de la diaspora qui apprennent le corse alors qu'ils ont 50 ou 60 ans et qu'ils approchent de la retraite à Lyon, à Marseille ou ailleurs est assez étonnant. Alors, vous dites également dans une interview, je crois, qui a été donnée au journal La Croix, qu'être Corse, ce n'est pas appartenir à une ethnie, c'est d'abord vivre en Corse. Alors là encore, est-ce que c'est pas un peu restrictif ? Est-ce que le gendarme, le préfet qui vient ici pour quelque temps peut être considéré comme Corse ? Alors, se définir comme Corse, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. On ne peut pas dire que l'on est Corse parce qu'on est de sang Corse depuis toujours. Parce qu'à ce moment-là, on a une connotation raciale, voire raciste de la définition. Mais dire que c'est uniquement réservé à ceux qui habitent en Corse, c'est aussi difficile, parce qu'à ce moment-là, moi je suis apatride. Vous vous sentez Corse ? Vous êtes Corse ? Je suis Corse. Et vous n'habitez pas en Corse ? Et je n'habite pas en Corse, et je suis pas né en Corse, je suis pas le seul, Jean-Guy non plus, et c'est mon voisin, je suis à l'université de Tours, et Jean-Guy est né à Saumur. Bon, donc ce n'est pas parce qu'on est né quelque part qu'on a une fibre. L'autre jour, il y avait une définition dans ce que Corsica Libera a dit le 16 avril dernier, qui était très juste, c'est-à-dire c'est une revendication, c'est un sentiment d'appartenance. Et j'ai beaucoup aimé cette formule de sentiment d'appartenance. Moi, la communauté de destin. Oui. Ouais. Mais c'est plus que cela. La communauté de destin, moi, quand je suis à Paris, je suis beaucoup plus proche des Corses de Corse que de mes voisins que je ne connais pas. Alors justement, vous citez Jean-Guy Talamoni dans votre livre vous revenez sur la fameuse déclaration « La France, pays ami ». Alors vous prenez ça à la lettre d'ailleurs et vous dites que cette amitié entre la Corse et la France remonte au moins au XVIe siècle avec Sampiero Gursu. Mais Sampiero, c'était un mercenaire qui était au service d'un roi, c'était une personnalité, c'est une amitié individuelle. On ne peut pas dire que la Corse, à l'époque, était forcément en très bon terme, ni en mauvais d'ailleurs, avec le royaume de France. Je ne suis pas d'accord avec vous, si vous le permettez. Donc, à partir de 1533, vous avez un phénomène qui fait que les Corses colonisent.
J'aime pas beaucoup aujourd'hui lorsqu'on dit que la Corse a été colonisée par la France. Parce que les maires de Marseille de 1533 à 1787 sont corses. Ils sortent presque tous de Morsigle et de Centour. Quand ce n'est pas le premier échevin, c'est le second échevin et les membres de ce qu'on appellerait aujourd'hui le conseil municipal. C'est-à-dire qu'autour de Sampierre, on a fait une biographie de Sampierre, qui a eu le prix du livre corse d'ailleurs, avec Antoine-Marie Graziane. C'est pas un destin individuel. Regardez celui qui va transporter Vanina à Antibes, Antoine de Saint-Florent. Regardez le maître d'escrime à Florence de Sampierre, Pasqualine de Sia. Ce sont tous des Corses. En 1569, lorsque Alphonse d'Ornane arrive à Marseille, il y a 300 Corses qui l'accompagnent. On a toujours ce chiffre de 300. Lorsque Pascal Paoli débarque à Livourne, il y a également 300 Corses qui l'accompagnent. La Compagnie du Corail à Marseille, 800 Corses à partir de 1533 avec Tomasino, Lynch. Et où sont élevés les enfants de Sampierre? Ils sont pas élevés à Bastelica, ils sont élevés au Louvre tous les deux. Et il y en a un, Alphonse, qui va donner quoi à Henri IV? Il va donner Lyon. C'est pour ça qu'il est fait maréchal de France. Lyon était une ville ultra-catholique qui ne voulait pas d'un roi protestant. Il va donner Grenoble à Henri IV, qui était une ville ultra-catholique. Qui va donner Marseille, et je finis là-dessus, à Henri IV? Eh bien, c'est Pietro Baglione de Calvi. Et donc, aujourd'hui, vous avez la statue de Pietro Baglione. Est-ce que ce que vous dites à Marseille, par rapport à la France, c'est vrai puissance 10 par rapport à l'Italie? Est-ce que la Corse, historiquement, culturellement, linguistiquement, n'a pas son berceau plutôt du côté italien et que finalement, la France, c'est un accident de l'histoire? Vous me posez une question que tout le monde pose à tout le monde depuis 200 ans. Est-ce que la Corse est italienne? Est-ce que la Corse est française? Et je vous répondrai, la Corse est corse. Et c'est tout. Quand on demandait à Pozzo di Borg... Son identité s'est construite davantage par rapport à la France ou par rapport à la Corse? C'est ça la question de Jean Vitus. À l'Italie. À partir du XVIe siècle, il y avait un bon article dans Corse Matin de jeudi sur le train. Alors, le train va être heureusement rétabli, je l'espère, par la nouvelle majorité au pouvoir, et je m'en réjouis. Rétabli en plaine orientale. Donc ce train doit nous amener jusqu'à Porto Vecchio, et c'est parfait. Jusqu'à Follet. On verra un jour, mais c'est l'objectif, du moins de certains, de descendre jusqu'à Porto Vecchio. Pour l'instant, c'est très long terme. C'est Follet. Ce train a disparu quand j'étais enfant. En 1953, on a désaffecté le chemin de fer. À partir de 1958, on a vendu les gares, etc. Et l'article de Corse Matin dit que ce train a disparu parce qu'il y a 18 ponts qui ont sauté. C'est pas les Français qui les ont fait sauter. C'est pas la France de Daniel Casanova et de Fred Scamaroni. C'est les Allemands. Et pourquoi le nationalisme naît en 1975? Parce que les anciens combattants, dont était mon grand-père, né en 1891, ils avaient eu 13 000 de leurs copains. Vous parlez du fascisme, là. C'est ce qui a, selon vous, accéléré la rupture entre la Corse et l'Italie? Ben, c'est évident. Mussolini. Mon grand-père, en 1938, avec son excellent ami Charles Mattei, a prêté le fameux serment dit de Bastia. Nous jurons sur nos tombeaux et sur nos berceaux de mourir français. Ma grand-mère, qui était donc l'épouse de mon grand-père, qui dirigeait la caisse d'épargne de Montpellier à l'époque, distribuait des tracts contre Mussolini. Je ne peux pas vous dire, ne serait-ce qu'au nom de mes grands-parents, que la Corse était italienne et favorable à l'Italie. En 14-18... Elle était antifasciste. Elle était pas forcément anti-italienne. Oui, vous avez raison, de même qu'aujourd'hui on fait le distinguo entre Allemands et nazis, vous avez tout à fait raison. Mais nous avons quand même eu... Mais la conséquence est un rejet, effectivement, de l'Italie. C'est évident. Malgré les travaux historiques qui étaient faits dans les années 30 en Italie, notamment sur Pascal Paoli, pour essayer de récupérer la Corse... Ça a eu des effets également sur la langue corse.
qui auparavant étaient liés avec l'italien. Les effets sur la langue corse sont beaucoup plus anciens que les années liées à Mussolini. À partir de 1830, les jugements... Les Corses ont coupé les ponts, en quelque sorte, même culturellement, même avec la langue. Oui, ils ont coupé les ponts à partir de 1830 dans le domaine judiciaire, parce que jusqu'en 1830, il fallait que le justiciable comprenne ce que disaient l'avocat et le juge, et dans le domaine scolaire aussi. Moi, je travaille sur les registres paroissiaux depuis 50 ans. Nos registres paroissiaux, ils étaient soit en latin, soit en italien, avant de devenir en français sous Louis-Philippe. Patrick parlait du rejet de l'Italie, et pour vous, pour l'historien, où sont les racines du rejet de la France alors? Parce que ce discours-là, on l'entend. On peut l'entendre dans l'île, notamment chez les nationalistes. Oui, alors j'aime pas trop parler en termes de rejet. Je suis historien. Et donc l'historien, il compte. L'IFF, c'est le rejet. L'historien, il compte. Ce que je n'aime pas, c'est les mots qui sonnent faux, si vous voulez. Pontenove, c'est quelque chose qui est regrettable. C'est, on va dire, la France, d'un côté, a massacré les Corses à Pontenove. Je préfère dire Louis XV, parce qu'on ne peut pas confondre tous les régimes. Je n'aime pas que l'on dise « la France a fermé l'université de Corté ». Louis XV a fermé l'université de Corté, la République l'a réouverte. Et donc moi je suis très républicain. Et j'estime que les valeurs qui ont été portées par Pascal Paoli était quelqu'un qui défendait les droits naturels de l'humanité. C'est toujours l'expression que l'on trouve sous sa plume, les droits naturels. Ces droits naturels, ce sont les principes fondateurs. Alors je ne dirais pas français parce que ça vexerait peut-être... de la Révolution ? Oui, ce sont des principes universels. Liberté, égalité, fraternité. Tant que nous respectons ces principes, que ce soit en Corse, que ce soit ailleurs dans le monde, les choses peuvent fonctionner. Donc, égalité, on parle des prisonniers. Les prisonniers doivent être traités à égalité. Il est évident qu'un prisonnier ne peut pas être enfermé ailleurs qu'en territoire corse, parce que sa mère, son épouse, ses enfants doivent payer 250 € d'avion pour aller le voir dans une prison. Donc j'ai toujours été pour que les prisonniers, d'où qu'ils soient, et j'ai le même discours que Victor Hugo, si vous permettez, qui disait que si on ajoutait l'exil, on avait deux bourreaux, la prison et l'exil. Il en ajoutait même un troisième qui était le bagne, c'est-à-dire le climat. Donc c'est le même discours qu'au XIXe siècle. L'égalité, c'est également vrai pour les étudiants. Il n'est pas normal qu'un étudiant de master à Corté doive payer 250 € par semaine en avion pour aller consulter des archives, par exemple aux archives nationales qui sont très riches sur les fonds corses. Ça fait 1000 € d'avion par mois. Ça n'est pas possible. Et alors après, on me dit, oui, vous avez des taxes en moins, vous payez le chocolat moins cher. Bon, alors s'il mange 4 tablettes de chocolat par mois, il économise 4 €. De Roger Antèche, pourquoi ce rejet de la France? Mais ce rejet, on en parle beaucoup, et je ne suis pas certain qu'il soit aussi réel que cela. Quand on écoute bien Talamone et quand on écoute bien Gilles Simeone, ils le disent tous les deux, l'indépendance n'est pas à l'ordre du jour. Mais aujourd'hui, ça vous parlez de la période actuelle, mais il y a dans votre ouvrage quand même un manque, je me permets de le signaler, c'est, vous n'évoquez pas une période qui est pourtant essentielle dans cette réapparition du mouvement autonomiste et nationaliste, c'est la période entre les deux guerres. Or, le mouvement a été très important à ce moment-là, avec Pedro Roque et les gens qui écrivaient notamment dans un Mouvre, mais pas seulement. Bon, ensuite, il y a eu la guerre, mais pourquoi cette impasse sur cette période? Elle est importante pour expliquer la suite. Elle est importante, mais aux yeux de l'histoire, Pedro Roque face à 13 000 morts, c'est une personne et un groupe qui n'est pas majoritaire. Aujourd'hui, on n'arrête pas de parler de déni de démocratie. Et moi, j'aime bien compter comme tous les historiens. Et ma mère est née avant l'armistice 1918. Et elle me disait, la Corse des années 20, c'était une île de deuil, de femmes en voile de crêpe, etc. Et donc, c'était perçu de cette façon-là. Entre 1920 et 1940, on n'avait plus que des dames âgées, des veuves, des filles orphelines. Et la réalité, elle est là. Alors, on a des mouvements intellectuel, celui que vous citez en ce moment. Politique et le parti du Gorso Dolomiste qui naît à cette époque-là. Tout à fait. Mais la réalité du vécu quotidien,
prime toujours sur les idées d'intellectuels, quels qu'ils soient. Et donc, la réalité, c'était cette île de veuve qui fait qu'en 1975, lorsque Edmond Siméon a porté effectivement la naissance du nationalisme en 1975, je prenais le bateau le soir d'Alérie avec mon grand-père qui avait 84 ans. Et donc, mon grand-père me disait, ça se comprend quelque part, parce que à 84 ans, il voyait que tous ses copains de 14-18 avaient été tués dans la Meuse, dans la Marne, etc. Et moi, évidemment, je suis beaucoup plus âgé que vous tous. La Corse que j'ai connue dans les années 50-60, elle était moyenâgeuse, elle était quasiment laissée à l'abandon. Il n'y avait pas d'eau au robinet, il n'y avait pas de douche, il n'y avait pas de toilette. Et donc, pour faire Roliane, qui était mon village, Bastia, on mettait plus de 2 heures. Et si on croisait le quart de Saladine, il fallait reculer pour le laisser passer, tellement les sentiers étaient des espèces de sentiers muletiers élargis. Donc, on comprend à ce moment-là qu'il y ait eu une revendication, et Edmond Siméon a porté cette revendication. Donc, si on vous suit bien, ce serait une revendication accompagnée d'une violence ensuite, qui serait plutôt une revendication, une violence d'appel vis-à-vis de l'État plutôt que de rupture. Oui, moi je pense que quand je vois la Corse d'aujourd'hui, quand je vois les librairies d'aujourd'hui, quand je vois le nombre de monographies qui sont multipliées sur Zicave, sur Morsiglia, sur Roliane prochainement, sur des tas de villages, quand je vois le travail qui est fait depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, je ne reconnais pas la Corse des années 50-60 et je m'en félicite. Quand je roule sur la Balanine et quand je pense à ce qui était une route en 1960 dans le Cap Corse, il y a un progrès considérable et je me félicite de ce progrès. Vous dites également que les arguments du nationalisme corse sont historiquement fondés. Historiquement, ils sont fondés, effectivement, en 1975. Je pense qu'Edmond Siméon, avec qui j'entretiens de très bonnes relations du reste, est quelqu'un qui a été un intellectuel de haut niveau, un gastro-entérologue de Marseille et de l'Université de Marseille, qui a porté une revendication. Je crois qu'il est né en 1934, c'est-à-dire qu'il est né justement dans cette période où cette île était laissée à l'abandon. Non, historiquement fondé, je dirais presque conjoncturellement fondé aussi. Est-ce que ce qu'on voit aujourd'hui en matière de demande vis-à-vis de l'État, d'autonomie, peut-être demain, on dit que l'indépendance n'est pas à l'ordre du jour de ce mandat-là, mais elle pourrait l'être dans les suivants. Il y a toujours ce courant qui existe. Est-ce que tout ce qu'on entend aujourd'hui vis-à-vis du pouvoir central est fondé aussi, selon vous ? Je n'aime pas le mot que vous venez d'employer, le mot de demande. Le mot de demande. Parce qu'il y a un mot qui me choque régulièrement dans la presse ou ailleurs, c'est le mot d'émancipation. Alors, émancipation, vous êtes journaliste, vous êtes docteur en préhistoire, bon, moi j'ai fait 2 thèses de doctorat, etc. Quand on est berger, c'est pareil, on n'a pas fait de thèse de doctorat, mais j'assistais justement à Lyon à une conférence de Pierre-Jean Lucione sur les bergers et sur le travail des bergers. Ils n'ont pas besoin d'être émancipés. Nous ne sommes pas des enfants qui avons besoin d'être émancipés. Comment voulez-vous que l'on revendique à la fois Pascal Paoli, porteur des Lumières, Pascal Paoli, qui aurait été à l'origine de la Constitution de Jefferson en 1776, comment voulez-vous que ce peuple réclame aujourd'hui l'émancipation alors que nous avons émancipé les autres? Comment voulez-vous que Napoléon, qui a fait le code civil avec Portalis, passe aujourd'hui comme une espèce d'arriéré qui aurait besoin d'être émancipé? Moi, je ne demande pas du tout l'émancipation, je m'estime tout à fait émancipé, et l'autre mot que je n'aime pas non plus dans la presse ou dans les médias, c'est le mot d'humilier. On est tous corses autour de la table. Vous vous sentez humilié par quelqu'un? Moi, je ne me suis jamais senti humilié par qui que ce soit. Est-ce que vous avez le sentiment que l'identité corse a été pleinement reconnue par la France depuis 250 ans? L'identité corse est difficile à comprendre par tout pays continental. Là aussi, je suis historien maritimiste. Et la France, par rapport à l'Angleterre, qui est une île, comme... la Grande-Bretagne est une île, l'Angleterre non, comme la Corse... La France a toujours perdu la plupart de ses batailles navales au XVIIe et au XVIIIe siècle face à la Royal Navy. Parce que pour un continental,
comprendre ce qu'est une île, c'est difficile. Et il faut y venir régulièrement. En ce moment, j'y viens toutes les semaines en Corse pour se rendre compte des difficultés. Le bateau, l'avion, les horaires, ne pas rater son taxi, faire attention aux grèves de métro, de RER, etc. Le particularisme corse, il est double. Une montagne, c'est un handicap. Dans la mer, c'est un second handicap. Et donc, il faut faire passer ce message, moi j'essaye de m'y employer depuis 40 ans, pour que Paris comprenne nos difficultés et soit conscient de nos difficultés. Ceci en respectant les valeurs universelles. Les difficultés sont uniquement géographiques selon vous ? Une île montagne, j'ai l'impression d'entendre Jacqueline Gouraud, la Madame Corse du gouvernement. C'est la réalité. La réalité géographique, c'est effectivement un handicap. Le reste, du point de vue... C'est surtout une différence. Du point de vue historique, on arrive toujours à dialoguer à partir du moment où on est dans un dialogue démocratique. Alors justement, vous écrivez dans votre ouvrage, même si vous le nuancez, que la Corse n'est pas réellement la France, vous ne les opposez pas non plus, hein, non. Au contraire, mais dans ces conditions, comment est-ce que les rapports entre les deux peuvent s'organiser ? Est-ce qu'ils peuvent l'être à égalité, comme le souhaitait Paoli, et qui visiblement, à l'époque déjà, n'a pas obtenu satisfaction ? Alors Pascal Paoli, il y a les deux facettes de Pascal Paoli. Il y a la première facette, celle de 1755. Il veut se rendre indépendant, mais quand on veut se rendre indépendant, c'est un mot qui ne veut rien dire. On sera indépendant de quelque chose. Que l'on veuille se rendre indépendant de la République de Gênes, c'est normal. Il n'y avait que 12 jeunes Corses qui, tous les ans, avaient le droit d'aller faire leurs études au collège d'Elbène. Or, les Corses donnaient à l'époque 600 docteurs en théologie à Rome, ou à Venise, ou à Bologne, etc. Et en 1790, ce n'est plus Gênes qui est à la tête de la Corse, puisque en vertu du décret du 30 novembre 1789, qui a été pris, et ça on oublie de le dire, à la demande des députés corses à l'Assemblée nationale, avec Salicet, qui a demandé le rattachement de l'île de Corse à Bastia, on a demandé à la monarchie française, et à Paris, on a voté à l'Empire français au sens d'imperium, c'est-à-dire de territoire. Et à ce moment-là, tous les jeunes Corses, y compris aujourd'hui, sont à égalité avec les autres citoyens. Ils sont à Sciences Po, ils sont à la Timone. Moi, j'ai des étudiants corses. Mais Paoli demandait aussi la reconnaissance de la Corse en tant que telle, et il ne l'a pas obtenue, d'où le deuxième exil. En 1790, il y a cette très belle phrase de Pascal Paoli, « J'aime l'union avec la libre nation française parce que dorénavant, nous sommes à égalité avec tous les autres citoyens français. » Là-dessus, il arrive le 14 juillet 1790 à Maginage. Mon grand-père a fait graver une plaque de marbre là où il a débarqué et il dit « Oh, ma patrie, la Corse, je t'ai laissé esclave de Gênes, je te retrouve libre grâce au principe de 1789. » Bien, nous arrivons à la deuxième partie de notre émission et au débat contradictoire. Aujourd'hui, c'est un historien, ancien militant nationaliste, très engagé, ancien prisonnier et auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, Affaire Erignac, 10 ans de prison. C'est un retour sur les événements de l'époque à travers son expérience personnelle. Jean-Philippe Pontanini, bonsoir. Buonasera. Et merci de votre participation pour débattre avec merci notre de votre invitation. Vous avez 10 minutes. Michel Bachevanchi, je vous félicite pour vos travaux historiques sur la Corse qui apportent un plus à un moment donné où l'histoire de la Corse n'est toujours pas enseignée et c'est important de pouvoir à un moment donné comprendre ce qui s'est passé. Vous, Jean-Vitus le disait, vous citez dans votre dernier livre Jean-Guy Talamogne quand il dit que quand il parle des rapports entre la Corse et Paris, vous le félicitez de parler de rapports entre la Corse et Paris, non pas la Corse et la France, et vous semblez apprécier sa phrase de pays ami. C'est pas tout à fait mon cas. Pour moi, j'étais en déplacement professionnel hier à l'étranger, puisque j'étais en France, qui n'est pas un pays ami, qui est un pays contre qui j'ai pris les armes et que j'ai combattu, mais je parle bien sûr de l'État et non pas de ce que vous appelez les peuples de France, et je vous rejoins là-dessus. Vous citiez des phrases de Pascal Paoli, comme vous les citez dans votre livre, ce sont des phrases de 1789, 90, 91, 92, au moment où la Corse se rapproche et adhère à la Révolution française, notamment par le décret voté par Saligeti, vous le disiez. En citant ces phrases-là de Pascal Paoli et en omettant
de raconter la suite, ce qui va se passer, la seconde indépendance, la Convention nationale qui veut le convoquer, Pascal Paoli, à la barre de son tribunal, et en laissant croire que Paoli a été dans cette idée de pensée pendant toute sa vie. Est-ce que vous n'avez pas l'impression un petit peu de trahir l'histoire, de la refaire, et de faire de Paoli finalement le porte-parole de la CFR, la Corse française et républicaine, alors qu'il y a eu des événements, il y a eu 1793, il y a eu le royaume anglo-corse, il y a eu la seconde indépendance? Non, je ne trahis jamais l'histoire, vous vous en doutez bien, vous êtes un docteur en histoire, tout comme moi. L'épisode du royaume anglo-corse, c'est un épisode qui dure 2 ans, 1794-96, alors que les Corses débarquent en France de 1533 à aujourd'hui, c'est-à-dire 500 ans d'histoire. Donc on ne peut pas mettre toujours pour des raisons comptables... 500 ans d'histoire, pas continue. Pas continu, mais quand même avec un lien qui est particulièrement fort. Moi, j'habite à l'angle du quai de la Corse à Paris. J'adore aller voir l'Arc de Triomphe où je vois Abatucci, Cervone, Francesque, donc le nombre de généraux corses qui ont été dans les armées de Napoléon. Je vais au Père-Lachaise, je vois Pozzo di Borg qui est enterré. Je vais aux Invalides, je vois Napoléon qui est enterré. Et donc, c'est vrai que Paris est l'une des villes qui honore le plus la Corse aujourd'hui, ce qui est normal, puisque c'est la capitale de la France. Qui a refusé de donner une rue de Pascal Paoli. Exactement, et j'aurais bien voulu que Paris donne, et je milite pour ça, et je suis entièrement d'accord, mais je suis d'accord avec vous pour plein de choses, hein, parce que je reviens à Pascal Paoli. Pascal Paoli, en 1795, est un homme de 70 ans, qui sort d'une maladie épouvantable à Corté, que l'on porte sur des chaises paillées sur les places publiques. Il faut se rendre compte, ce qu'était un homme de 70 ans, au XVIIIe siècle, sans dentiste, il peut pas écrire. Donc, vous entendez qu'il perd la raison à 70 ans? Pas du tout. Il perd pas la raison, mais il y a derrière lui Pozzo di Borg qui pousse le vieillard vers la sortie et qui est très différent de Paoli. Paoli est petit-fils de meunier. Pozzo di Borg, il est maintenu noble en 1774. Est-ce que vous pensez qu'on peut résumer l'œuvre de Paoli à cet amour qu'il a pour la Révolution française dont il a porté lui-même les idées et qui n'a duré finalement que même pas 3 ans, puisqu'au bout de 3 ans, on va rompre tout lien avec la France? Mais les idées de 1755, ce sont les idées de 1789. Lorsque Paoli vous dit « j'ai sucé avec le lait de ma mère la liberté », de la terreur. Ce ne sont pas les idées de la terreur. D'où le divorce en 1793. Et en mettant en avant ces phrases de Paoli en 1789-90, est-ce que vous n'avez pas l'impression de vous inscrire dans un courant de pensée des années 60-70, finalement anti-corse? Non, pas du tout. Et pro-français, de faire de Paoli? Non. Moi, je milite pour la grandeur de la Corse. Vous savez très bien que j'ai écrit un bouquin qui avait fort déplu à Chevènement à l'époque, qui s'appelait Le pays de la grandeur. Et donc, c'est vrai que le pays, déjà le terme de pays dérangeait, de la grandeur, ça dérangeait encore plus. Et donc, où que j'aille, que ce soit à l'Université de Californie, et je trouve que Gilles Simeone a eu parfaitement raison d'aller aux États-Unis, parce que c'est le seul pays où on est 5 villes qui s'appellent des Paoli City à l'heure actuelle. Et on ne peut... Même plus. Oui, on ne peut être que d'accord avec ce voyage aux États-Unis. J'ai fait, en présence d'ailleurs de Jean-Guy Talamone, une conférence sur Pozzo di Borg à Moscou il y a quelques mois, l'an dernier. Et donc, je suis d'accord avec énormément d'idées que vous défendez. L'idée d'indépendance, c'est pas la mienne. C'est la mienne. Je regarde Gilles Simeone. Gilles Simeone, il y a 10 ans, il était conseiller municipal à Bastia. C'est pas un titre, j'ai beaucoup de respect pour les conseillers municipaux, mais enfin, c'est pas président des États-Unis, c'est pas Poutine non plus. En 10 ans, il est devenu président de l'exécutif de Corse. C'est un pas de géant. Quel est l'objectif, moi, que je prêterais plus volontiers à Gilles Simeone? Quand c'est que nous avons obtenu beaucoup de choses pour la Corse? Qui a créé la chapelle impériale? Qui a créé le musée Fesch? Qui a légué ses collections à Ajaccio, etc.? Les Bonaparte ont beaucoup fait. Qui est le premier président de la République française? C'est un Bonaparte. C'est Louis-Napoléon Bonaparte. Alors moi, plutôt mon objectif, c'est pas du tout de tirer dans les pneus de Gilles Simeone. C'est un homme politique. J'espère qu'il va devenir un homme d'État. Et je le vois bien président de la République dans 10 ans. Et plutôt qu'une indépendance de la Corse, je préférerais avoir un Corse à nouveau président, comme du temps de Louis-Napoléon Bonaparte.
Pour ma part, je me combattrai et je continuerai de combattre comme j'ai toujours fait pour l'indépendance de la Corse. Vous parlez de la langue corse et vous dites que ce ne sont pas les lois et les décrets qui imposent une langue. Pourtant, vous avez vous-même cité il y a quelques instants la fameuse affiche « Il est interdit de cracher par terre et de parler corse ». Et puis, il y a eu aussi la loi d'Exxon. Donc, on a l'impression que quand c'est la France et l'État français qui impose la langue française au détriment de la langue corse, ça ne semble pas vous déranger. Par contre, quand on essaye de faire un rattrapage historique, ça vous pose un problème. Permettez-moi de vous rappeler les paroles de Claude Agege. Imposer une langue, c'est imposer une pensée. Alors, imposer sa langue, c'est imposer sa pensée. Un petit rectificatif. Dans votre communiqué du 16 avril de Corsa Libera, d'ailleurs je vous en félicite, vous dites l'État. Et ça, c'est un terme qui me convient. Quand on dit l'État français, ça ne me convient pas parce que c'est Vichy. Moi, je suis né l'année où est mort Pétain. Et donc, mes parents ont combattu le vichisme, ont combattu le nazisme, ont protégé des juifs, etc. pendant la guerre. Et donc, l'État français, chaque fois que j'ai des étudiants corse chez moi, à Paris, à l'angle du quai de la Corse, je dis, vous n'êtes pas d'accord avec l'État, vous le dites, mais pas l'État français. Il y a des termes comme ça qui sont faits pour monter les gens les uns contre les autres. Et moi, je suis contre absolument le principe de division. Je comprends. Personnellement, moi, c'est l'expression que j'utilise, État français, non pas en rapport à Pétain, mais en rapport au fait qu'en disant État sans rajouter français, ça voudrait dire que je le reconnaîtrais comme étant un État légitime sur ma terre. Or, ce n'est pas le cas puisque je l'ai combattu avec mes amis, donc c'est pour ça que j'utilise cette expression. Mais revenons sur la langue. La langue, il est évident qu'il faut voir ce qu'est une langue. Une langue, c'est à la fois un patrimoine et c'est aussi un moyen de communication. Donc, en tant que patrimoine, il est évident qu'il faut conserver le corse et tous les collègues de l'université de Corte font leur métier particulièrement bien et il y a de plus en plus de jeunes qui veulent apprendre cette langue. Ensuite, en tant que véhicule, c'est important aussi, je m'en aperçois, les Corses qui parlent corse entre eux à Paris et qui arrivent à parler corse entre eux lorsqu'ils arrivent à New York, par exemple, c'est aussi un véhicule. Mais est-ce que ce véhicule doit être rendu officiel? Ça, c'est une chose dont je ne suis pas sûr. Je n'ai pas la science infuse. Quand la langue française a été officialisée en Corse et qu'on a criminalisé la langue corse, on lui a fait très mal. Aujourd'hui, cette langue corse, elle va mal. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être à contre-courant quand vous dites dans votre livre qu'il ne faut pas se rabaisser à demander une langue, alors qu'aujourd'hui, on a une immense majorité des Corses, même les antinationalistes, qui sont favorables à une langue corse officielle. On a une multiplication des écoles bilingues. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'aller à contre-courant de la pensée générale? Non. Ce qui me gêne, voyez-vous, peut-être parce que il y a un slogan que j'aimais beaucoup quand j'avais 20 ans, c'était « Je suis corse et j'en suis fier ». Et donc, moi, je suis corse et j'en suis fier. Il y a un autre slogan que j'aime beaucoup moins, c'est « Toujours conquise, jamais soumise ». Le fait de m'être soumise, ça m'ennuie. Mes ancêtres n'ont jamais été soumis à qui que ce soit, ni au 18e, ni au 16e, etc. Et donc, je veux qu'il y ait une image positive de l'île de Corse. Alors, certains disent, Verger Francesque, c'est un prof du lycée de Bastia qui le disait l'autre jour, il sait toujours tout, on a l'impression que c'est Dieu qui lui a dédicacé l'Ancien Testament. Bon, ça m'a beaucoup amusé, c'est une formule très très corse, ce genre de choses, et ça c'est faux, il n'y a pas de source. Bon. Et donc, moi je milite pour la grandeur de la Corse, et ce que je n'aime pas, donc, c'est le mot de demander. Mon grand-père, qui était dans les tranchées en 14, il a jamais demandé est-ce que je peux parler corse. Et donc, si aujourd'hui les Corses ont envie de parler le corse, le meilleur moyen, c'est qu'ils le parlent. Moi, mon père lui a interdit de parler, donc moi j'aimerais que mes enfants, ils aient le droit de le faire. Eh bien, ce sera là votre conclusion, Jean-Philippe Pantalini. Merci d'avoir participé à ce débat. Mes deux confrères regagnent leur place pour la troisième partie. Et ce sera le débrief avec Roger. Très bien. Pour changer. Je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt sur le regard original qui est le vôtre sur la Corse, son identité et son histoire aussi. J'ai lu pas mal d'entretiens également que vous avez donnés dans la presse. Vous parlez au long des siècles et précisément depuis le 16e de l'influence du rôle des Corses partout où en Europe se produisaient des événements majeurs. Qu'en est-il aujourd'hui de cette influence et de ce rôle en dehors de la Corse quand les énergies et singulièrement les énergies politiques des Corses me paraissent auto-centrées sur des questions intérieures de mise en œuvre d'une autonomie, demain peut-être d'une indépendance.
Je me pose donc la question si le moment que nous vivons, et je pose cette question-là à l'historien, est à ce point historique, ce moment où les nationalistes ont pris la barre d'une collectivité de la République, certes la plus décentralisée du territoire national, mais si ce moment est à ce point historique pour justifier effectivement une forme d'enfermement politique, me semble-t-il. Et je me demande également ce qu'il en est. On a parlé de la diaspora corse et d'un rôle souvent mythifié de cette diaspora-là, ce qu'il en était aussi de l'influence et de la marque que peuvent laisser les Corses dans l'histoire contemporaine du monde. Alors Patrick, et ensuite vous répondez. D'accord. Alors, le passé éclaire-t-il le présent et préfigure-t-il de l'avenir? C'était tout l'enjeu de cette émission avec vous, Michel Verger-Francesque. À vous entendre, vous l'historien, la réponse est plutôt affirmative. Pour ma part, c'est vrai que je ne suis pas historien, je suis davantage dubitatif, perplexe. Je trouve réducteur de trop analyser le présent à l'aune du passé, en tout cas insuffisant pour comprendre les bouleversements politiques, économiques, sociétaux que la Corse connaît aujourd'hui, pour comprendre la réalité des Corses, leur quotidien, leurs préoccupations. Je ressens comme un décalage dans l'analyse, une vision trop abstraite, trop lointaine et parfois également mythifiée, idéalisée. Bon, voilà, ce sont mes réserves, même si j'admets que notre histoire, notre géographie, notre insularité, notre culture nous ont façonné en Lovat Jocosim. Mais cela dit, c'est vrai que je trouve, et vous l'avez dit vous-même, votre regard est un regard de la diaspora, c'est un peu un regard un peu folklorique, exotique. Alors vous répondez. Pascal Paoli n'avait pas eu besoin ni de l'article 72 ni de l'article 75 ou 74 pour laisser son nom dans l'histoire depuis 300 ans. Napoléon est aujourd'hui le second personnage le plus cité dans l'histoire de l'humanité après le Christ. Il n'avait pas besoin de l'article 72 ou de l'article 74. Et donc je crois surtout qu'on ne doit pas s'enliser dans des problèmes institutionnels comme vous êtes en train de le dire. Je crois surtout à la valeur des hommes plus qu'à la valeur des institutions. Je suis tout à fait respectueux de l'État, je suis fonctionnaire de la République depuis 45 ans, mais les hommes font l'histoire et font les institutions. Le Code civil, c'est Napoléon et c'est Portalis. La Constitution de 1755, c'est Pascal Paoli. Et donc, si on veut que la Corse peut-être avance, il ne faut pas qu'on s'enlise dans ce genre de problème. Et c'est vrai que mon souhait, c'est de voir un Gilles Siméone, président de la République, peut-être en 2032, puisque c'est une date qui est retenue très souvent aujourd'hui dans les médias pour d'autres raisons que celle-ci. Mais c'est vrai que lorsque on a des Corses au pouvoir, ce qui aujourd'hui est un petit peu moins le cas. On posera la question à Gilles Siméone s'il est candidat à la présidence de la République. Mais en attendant, vous pensez que l'épanouissement de la Corse passe forcément par la France ? Regardez les arrêtés myopes que l'on revendique depuis des années, eh bien ils remontent au consulat. Et vont être supprimés. Et c'est un Bonaparte qui les a donnés. Et c'est un Macron qui va les supprimer. Ils sont menacés. Et justement, si on a un président corse, ils ne seront jamais supprimés. Alors justement, vous ne voulez pas focaliser sur le problème institutionnel, mais en revanche, il y a la politique. Alors vous n'avez jamais fait mystère, vous, de votre engagement. Vous l'avez encore déclaré assez récemment dans l'Express, je crois. Vous soutenez Emmanuel Macron dans sa politique, y compris en Corse ? Alors Emmanuel Macron, c'est quelqu'un comme Gilles Siméone qui a été élu à une majorité. Et donc moi, je suis toujours pour que quelqu'un qui a été démocratiquement élu, on lui donne sa chance. Alors là, j'arrive en Corse, qui est tout à fait apaisée. On le doit d'ailleurs à la majorité territoriale actuelle. Il n'y a plus les attentats qui ont décimé 85 de nos jeunes en une cinquantaine d'années à peu près. Et on ne peut que les en remercier. Quand on voit que Talamone a interdit, a permis aux étudiants d'arrêter leur grève de la faim accordée il y a quelques mois, c'est-à-dire leur a interdit d'exercer la violence contre eux-mêmes, on ne peut que l'en féliciter aussi. Et donc, c'est vrai qu'il faut donner sa chance aux gens qui sont démocratiquement élus. Je trouve lamentable que quand quelqu'un est élu, il y ait immédiatement des critiques sur lui, ce qui essaie... Donc il faut respecter son programme et ce qu'il propose. Oui, mais il ne faut pas couper les ailes, ni à un Macron qui essaye de réformer un pays avec des lois
qui étaient antérieures à ma naissance. Je pense à la SNCF, je pense à ce genre de choses. Hier, j'ai mis 2 heures pour faire Paris-Orly en taxi parce qu'il n'y a pas de RER, il n'y a pas de métro, etc. Donc il faut donner sa chance à celui... Et ça s'applique aussi à la Corse. Ça veut dire que lorsque Gilles Simeone est élu sur un programme d'autonomie, il faut aussi en tenir compte. Or, c'est pas le cas aujourd'hui. Sur un programme d'autonomie et pas sur un programme d'indépendance. Et donc les aujourd'hui, c'est même pas ça. Vous comprenez qu'il dénonce un déni de démocratie ? La majorité territoriale ? La majorité territoriale dénonce un déni de démocratie, évidemment, au plan uniquement corse. Le décret de 1789 qui unit la Corse à la libre nation française reposait sur l'ensemble des députés de la France. Vous ne trouvez pas que l'histoire se répète entre la période pauliste, la fin, la deuxième rupture ? Et puis aujourd'hui ? L'histoire est un éternel recommencement. C'est comme la mer. La mer toujours recommencer. L'histoire recommence régulièrement en fonction des événements. Et notre regard, du coup, sur le moment présent est forcément lié à ce qui s'est passé dans le passé. Moi, en tant qu'historien, je suis très progressiste. L'historien ne doit jamais être passéiste. L'historien ne doit jamais regarder derrière pour rétablir ce que l'on faisait autrefois. Il n'y a qu'un roi de France qui l'a fait, c'est Louis XVI. On n'a qu'à voir comment ça a fini. Et donc, si on regrette le passé, on regrette la guerre, on regrette la peste, on regrette les épidémies. Aujourd'hui, évidemment, on est dans un monde qui n'a jamais été aussi, en Europe du moins, confortable qu'aujourd'hui. Moi, je suis né en 1951, j'ai eu le privilège de ne jamais combattre. Mon père, en 39, avait 20 ans. Mon grand-père, en 14, avait 23 ans. Mon arrière-grand-père, en 1870, avait 29 ans. Je suis la première génération à n'avoir jamais combattu. Alors juste une dernière question, puisque l'émission tout ça sa fin. Vous écrivez dans votre livre que la Corse est l'île de l'utopie réalisée. Elle donne chair à l'impensable. Quelle utopie a été réalisée ici ? Toutes les îles sont, sur le modèle de celle de Thomas More, l'utopie, depuis 1516. Une île, on se sent protégé. On a la mer autour de nous et on a un rêve de société. Les utopies en Corse, elles sont légion. Pozzo di Borg, fils de berger, est-ce qu'il avait une chance de devenir ambassadeur de Russie pendant 25 ans ? Il n'y a aucun homme qui ait été ambassadeur de Russie pendant 25 ans. Il faut partir pour réussir, selon vous ? Ça a été le cas un peu partout dans le monde. On n'a qu'à regarder où est mort Alexandre le Grand. Donc ce sont des utopies individuelles qui portent un peuple. Aujourd'hui, on me dit souvent, regardez Napoléon, qu'est-ce qu'il a fait pour la Corse ? Alors, entre 1804 et 1814, il n'a peut-être pas fait grand-chose. Mais depuis 200 ans, il a fait de la Corse une île qui appartient au patrimoine de l'humanité. Michel Verger-Franceschi, ce sera là votre conclusion. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, de nous avoir éclairé sur une histoire complexe, mais l'histoire l'est sans doute tout le temps. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Messieurs, j'ai oublié de vous remercier, mais vous le savez. Un nouvel invité, ce sera une invitée d'ailleurs, Emmanuel De Gentil, secrétaire du Parti Socialiste en Corse, quelques semaines après le 78e congrès du PS, comme quoi l'histoire là aussi continue. Buona settimana, buonasera a tutti. Merci. On ne bouge pas.